Bonjour, donc oui, Valérie Chénard, ravie de vous revoir malgré ce froid. Justement Vincent Pavant, vous avez son livre qui est sorti avec ma consoeur Ariane Biléran, qui s'appelle Le débat interdit, qui est extrêmement intéressant puisqu'en fait, notamment Vincent Pavant qui donc enseignant en mathématiques explique comment les mathématiques se sont émancipées petit à petit de la réalité, avec ses modèles prédictifs, etc. Et ma consoeur Ariane, qui a travaillé, que moi j'ai connu puisque je suis psychologue du travail, et elle travaillait sur le harcèlement et les risques psychosociaux en entreprise notamment, travaille elle sur plus le langage et comment aussi le langage et la manipulation du langage, pareil, nous supprime nos racines et notre lien à la réalité. Voilà. Donc pour ce qu'il en est. Et je voulais parler de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais je voulais revenir sur ce que disait ce monsieur, puisque je suis psychologue du travail, sur l'éducation nationale et les fonctionnaires. Il faut savoir que, en effet, la France, donc à la Libération, le Conseil national de la résistance avait mis en place donc des bureaucraties professionnelles, c'est-à-dire qui donnaient l'indépendance professionnelle à tous les fonctionnaires, et un fonctionnaire avait le droit de désobéir à un ordre qu'il estimait contraire à l'intérêt général. Et ça a disparu progressivement. Moi, j'étais dans la formation professionnelle, donc des adultes, et j'ai eu ce qu'on appelle un risque psychosocial, enfin un burn-out. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ils ont dépossédé de cette indépendance-là professionnelle et par le New Public Management. Voilà, donc j'en parle pas mal. J'ai un site internet, donc je partage mes recherches donc sur cette évolution et comment petit à petit ils détruisent et les professions ont été dépossédées de leur pouvoir d'agir pour l'intérêt général, justement par des méthodes de contrôle de gestion, par des méthodes de tarification à l'acte, que moi aussi j'ai subi et que beaucoup d'entre nous ont subi. Voilà. Sinon, je voulais aussi, ce qui est quand même ahurissant dans cette, là où on a vu le basculement, les gens qui ont pris conscience, c'est comment aujourd'hui, comment on a pu nous confiner, nous priver de nos libertés, une liberté aussi essentielle que d'aller et venir pour une question sanitaire. Comment on peut arrêter en France, comment on peut arrêter les gens uniquement parce qu'ils ont un drapeau français dans les mains? Parce qu'on les suspecte éventuellement de faire une émeute ou une manifestation, etc. Comment, en effet, on empêche les enfants à l'éducation nationale de respirer librement dans les classes et aussi dans les cours de récréation. Et en fait, moi, j'ai trouvé donc dans mes recherches sur les droits de l'homme, j'en ai déjà un petit peu parlé. Dans mes recherches, j'ai trouvé les sources juridiques qui, en fait, ont neutralisé progressivement notre souveraineté, c'est-à-dire notre pouvoir d'agir et notre pouvoir de décision pour nous-mêmes, et qui ont neutralisé nos droits sacrés et absolus, nos droits naturels de décider pour nous-mêmes et de nos libertés. Et en fait, alors il y a du vent. Alors ce texte, j'en ai déjà parlé, ça s'appelle la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est dans l'article 6 du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire le traité de Lisbonne, que nous avions refusé collectivement par référendum, souvenez-vous, en 2005. Et donc, cette charte des droits fondamentaux, il y a une chose essentielle à savoir, c'est que ce n'est pas des droits de l'homme, c'est les droits de la personne. Alors, pour l'égalité homme-femme, il y en a qui vont s'en réjouir, mais ne vous réjouissez pas si rapidement, parce qu'en fait, les personnes, c'est les personnes physiques comme nous, mais c'est aussi les personnes morales. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir les sources, j'ai des documents donc, qui expliquent comment, en effet... Ah, ça... Oui, parce que moi j'ai des grands papiers à manipuler. Super.
Voilà, donc petit à petit, en fait, pour construire l'Union européenne et un gouvernement mondial, en fait, c'est vrai qu'on se demande comment on fait pour préserver les souverainetés nationales, parce que la souveraineté nationale, c'est en effet le droit absolu des peuples à décider pour eux-mêmes. C'est aussi dans la charte de l'ONU. Et en fait, j'ai trouvé un texte donc de Andras Jacob, qui a été primé donc au Congrès international de l'association du droit constitutionnel et qui explique qu'en effet, alors après avoir exploré la souveraineté, comment s'exerce la souveraineté en Autriche, en Allemagne, en France, en Angleterre, etc. Donc les différentes façons d'exercer la souveraineté populaire, il explique qu'en fait, c'est vrai que pour mettre en place l'Union européenne et un droit supranational, c'est compliqué. Donc ils ont trouvé un compromis. C'est qu'en fait, il faut neutraliser le principe de souveraineté de façon juridique. Et il est écrit en toutes lettres qu'il faut laisser l'illusion au peuple qu'il a la souveraineté et cacher juridiquement que ceux qui ont le réel pouvoir. Voilà. Donc j'ai une chaîne YouTube. À chaque fois, bon, mon mari filme les interventions et puis après je les mets sur ma chaîne. Vous aurez la référence. Donc c'était en 2007 et ce texte a même remporté le prix Georges Cassimatis, donc à ce congrès international. Donc c'est une référence assez importante. Voilà. Alors cette charte des droits fondamentaux pour les personnes, donc y compris personnes morales, qu'est-ce que ça a remis en place, hein, donc puisque ça a piétiné nos droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est toujours dans notre Constitution. Et bien tout simplement, ça a rétabli la peine de mort en cas d'émeute, d'insurrection ou de menace de guerre. Alors, comment, par quels moyens? Eh bien, en fait, tout simplement par l'article 2 qui se dit droit à la vie. Donc, toute personne a droit à la vie, nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. C'est magnifique, très bien. Sauf que dans les explications de ce traité-là, vous avez les exceptions. Et c'est là qu'il faut aller à la page 17 pour voir les explications. Et dans les explications, ils disent que la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, effectuer une administration régulière ou empêcher l'évasion d'une personne détenue, ou, petit c, pour réprimer conformément à la loi une émeute et une insurrection. Donc on comprend mieux pour les gilets jaunes, etc., les gens qui ont été éborgnés ou autres, donc comment ce genre de choses est possible, puisque en fait c'est le droit fondamental des gouvernements, là c'est des gouvernements en fait, y compris tuer s'il y a une menace d'insurrection ou d'émeute, ce qui est quand même assez énorme et qui n'était pas du tout le cas avec notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ensuite, vous avez la réquisition des citoyens pour les travaux forcés, hein, donc qui a été aussi remis, donc là par l'article 5, qui prône qu'en effet il y a interdiction d'esclavage et du travail forcé. Mais là aussi, il faut aller voir les explications. Et dans quel cas il n'y a pas travail forcé? Eh bien en fait, quand on est prisonnier, donc là, on a le droit de faire du travail forcé, mais aussi dans les cas de crise et de calamité qui menacent la vie et le bien-être de la communauté. Voilà. Donc, c'est suffisamment flou pour qu'en effet, ça puisse être, je dirais, utilisé par des régimes qui voudraient en effet rétablir cela. Ensuite, alors, fondamental, l'emprisonnement arbitraire. Donc, comme par exemple, quand pour la manifestation, donc il y a des gens qui avaient le drapeau à Paris là et qui ont été arrêtés. Ouais, c'est vrai que ça paraît complètement ahurissant. Hein. Et aussi le droit à la liberté. Et là aussi, les exceptions, c'est-à-dire
quand est-ce que nos gouvernements, dans l'Union européenne, puisque c'est les droits fondamentaux de l'Union européenne, donc comment... oui, le chien. Oui. Alors, dans quel cas un gouvernement dans l'Union européenne peut justement donc arrêter enfin, supprimer nos libertés? Ben en fait, sur simple soupçon, ils peuvent nous arrêter sous simple, ils ont ce droit-là de le faire, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Et alors c'est écrit comment, hein, dans le texte, c'est écrit des raisons plausibles de soupçonner ou d'empêcher de commettre une infraction. Voilà, les soupçons. Voilà, donc là on comprend mieux pourquoi on arrête les gens qui veulent simplement défendre leur liberté. Hein. En plus c'est une émeute, une insurrection dans des gens qui ne sont pas d'accord avec le régime. C'est extrêmement grave. Mais c'est pas fini. Donc il y a ça, d'une simple soupçon. Mais pour les personnes contagieuses. Donc soupçon de contagion. C'est les aliénés. Donc nous sommes des complotistes, hein, nous sommes des paranoïaques, voilà, ce qu'on veut, donc voilà. Et aussi les toxicomanes et les vagabonds. Donc là, on a le droit de priver de liberté. Donc on comprend mieux que le confinement, parce que chacun de nous était susceptible de faire la contagion et de contaminer ses concitoyens, mais ils ont pu nous priver de nos libertés d'aller et venir. Et tout ça est légal du coup parce que ce traité européen et cette charte des droits fondamentaux est dans notre constitution. Voilà, ensuite... alors ils disent quand même qu'il y a des limites à la détention arbitraire, mais bon, quand on lit, c'est tellement flou que voilà, ça c'est aussi une technique. Ensuite, important, la 4e révolution qu'on est en train de vivre là, c'est la surveillance électronique de nos vies privées et la libre circulation des données personnelles. Alors ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas avant non plus, qui était interdit par nos institutions. Et bien là, c'est l'article 7. Et l'article 8 après, je vous en parlerai. Donc, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Très bien, magnifique. Mais trop beau pour être vrai. Parce que dans les explications, en fait, ils annulent ce droit dans la pratique, puisqu'en fait, ils peuvent faire intrusion dans la vie privée dans les conditions qui sont nécessaires à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre, à la sûreté publique, donc assez subjectif, hein, vous êtes d'accord avec moi, et aussi aux arrestations préventives, nécessaires aux arrestations préventives, comme dans Minority Report, hein. C'est-à-dire en surveillant votre vie privée, on peut penser que vous allez fomenter un attentat, etc. Et on peut venir vous capter et tout. Attendez, peut-être pour les explications, oui? Par rapport à ça, on a le droit d'arrêter les gouvernants. Alors, on verra pour les questions après, je vais continuer. Donc, à la prévention donc, des infractions pénales. Ensuite, vous avez donc l'espionnage qui est aussi donc, de la vie privée est nécessaire. Et là, c'est ahurissant au bien-être économique du pays. C'est écrit comme ça. Donc, quand vous avez la 4e révolution industrielle, qui est justement le nouveau capitalisme qui accumule donc de l'argent sur nos données personnelles et publiques, on comprend l'ampleur de ces droits fondamentaux-là, de piétiner nos vies privées, donc pour des raisons économiques, parce qu'ils veulent faire de l'argent avec ça. Et ensuite, donc, sur la libre circulation des données par défaut, hein, donc ça c'est l'article 8. Donc là, c'est un article particulier sur la protection. Donc nous avons droit, grâce à ces droits fondamentaux, à la protection des données à caractère personnel. Sauf que
Donc, il se réfère donc au traité européen, aux articles, et surtout à la fameuse RGPD, le règlement qui est censé donc protéger nos données personnelles. Mais en fait, cette RGPD-là, donc c'est le règlement européen donc de 2016-679, pour ceux qui veulent le voir, et donc qui s'appelle en fait pas du tout comme ça, hein, en réalité, ça s'appelle, alors je l'ai là, hop. Le réel titre de ce règlement, un règlement, c'est pas une directive, un règlement, ça s'applique à tous les pays européens. Hein. Une directive, il faut un aménagement pour l'adapter au pays, etc. Et puis, bon, il y a des marges de manœuvre des pays, mais pour un règlement, c'est tout le monde le fait en même temps, etc. Et donc là, ça s'appelle... C'est pas le bon côté, voilà. Alors, règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement. Donc, personnes physiques. Hein. Là, il ne mélange pas personnes physiques et personnes morales. Hein, parce que... Et donc, à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. C'est-à-dire que dans l'article 1, donc l'objectif donc de ce règlement là, c'est donc le présent règlement établit les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation des données. C'est-à-dire que là, l'Union européenne a mis en place par défaut le principe de libre circulation des données et nous consent la possibilité de pouvoir les protéger. Donc, il y a un renversement total du système par défaut, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va... Alors, on va, c'était pire, parce qu'on ne savait même pas qu'ils nous piquaient nos données, mais maintenant, ils vous disent, est-ce que vous voulez protéger ou pas, etc., etc. Mais pire, dans le 3e paragraphe, il est marqué que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée, ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données de caractère personnel. Voilà. Donc, globalement, voilà ce qu'est cet article 8 des droits fondamentaux. En réalité, il a mis en place le principe de libre circulation pour justement ce nouvelle forme du capitalisme sur nos data, sur nos données. Ensuite, ah oui, important, la censure, hein, la liberté d'expression et d'information, donc tout ce qui est le ministère de la vérité qui a été mis en place et des fake news, c'est quand même ahurissant. L'expression des scientifiques aussi qui est censurée, on le voit par les médias, donc tout ça, comment c'est possible? Eh ben, si on regarde donc l'article 11 sur la liberté d'expression et d'information, hein, les deux, donc vous trouvez dans les explications, bien sûr, les restrictions à la liberté d'expression sont autorisées lorsqu'elles sont prévues dans la loi. Et donc pour ça, il faut une loi, et l'urgence est importante pour faire ces lois, évidemment, et qu'elles constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, parce qu'à chaque fois on revient un peu sur le même rengaine, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, ainsi qu'à la protection de la santé et même de la morale. Voilà. Donc, voilà comment la liberté d'expression nous est supprimée, et supprimée même aux médias, en fait, puisque c'est les deux. Et donc, on voit bien comment, par exemple, M. Zuckerberg vient voir M. Macron pour justement les fake news, comment Decodex maintenant dit qu'est-ce qu'il y a à faire, et comment l'éducation nationale aussi informe les enfants sur les fake news, et etc. Et aussi l'interdiction des médias, par exemple, comme Sputnik ou RT, qui nous empêchent d'avoir des informations, d'avoir l'autre son de cloche. Voilà. Y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas si j'ai le temps. Alors, il y a le clonage humain, donc, etc.
Mais alors, il y a, par exemple, il y a aussi le mariage pour tous, même les enfants. Alors ça, c'est ahurissant parce que bon, il y a tout ça découle de la Convention européenne des droits de l'homme. Hein. Et en fait, ils expliquent dans les explications qu'ils ont enlevé, donc tout le monde a le droit de se marier, de fonder une famille, donc ils ont mis que ça. Et ils disent qu'ils ont enlevé l'homme et femme d'âge nubile, c'est-à-dire pubère. Hein. Ils ont enlevé ça pour moderniser. Donc, ce qui ouvre évidemment la porte à toutes les choses possibles, parce qu'il faut savoir que tout citoyen européen qui estime qu'un de ses droits est bafoué peut aller en effet à la Cour européenne de justice pour faire valoir ses droits et a droit à un tribunal indépendant de son État pour pouvoir valoir ses droits. Voilà. Et ça, c'est l'article 47, hein, donc c'est respect, droit de recours. Hein, donc, voilà, droit de recours à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, article 47. Voilà, qui dit toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues du présent article. Donc, ouverture. Ariane Bideret en parle aussi, hein, des droits sexuels, hein, c'est-à-dire aussi l'ouverture à éventuellement beaucoup la pédophilie aussi. Mais bon, voilà, c'est très très grave. Moi, en tant que psychologue, ça me touche beaucoup aussi que dans nos droits fondamentaux et dans notre institution, il y ait ce genre de choses qui ouvrent à ces pratiques-là, même si c'est pas encore en cours. Mais pour la GPA, PMA, c'est pareil. C'est ces droits fondamentaux de l'Union européenne qui permettent à nos gouvernements de nous faire passer ces lois sans nous demander notre volonté générale, parce que en fait, comme c'est dans les droits fondamentaux, ils n'ont pas besoin de nous demander notre avis. Hein. L'attaque et l'érosion de la laïcité aussi, parce qu'il est noté que dans la liberté de pensée, de conscience et de religion, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public. Donc là, si on manifeste en public sa religion, c'est typiquement justement le contraire de la laïcité, qui est quand même un des socles de notre République, c'est-à-dire que dans l'espace public et dans les socles communs, moi j'étais dans un service public, on n'affichait pas sa religion, mais par contre dans le privé, on fait ce qu'on veut. Hein. Et donc du coup, alors collectivement en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites. Donc, ce qui explique aussi qu'il y a des attaques, bon, tout à l'heure je disais contre la famille et tout ça, mais là aussi contre la laïcité régulièrement, parce que des ONG, qui sont financées par qui on sait ou qui on ne sait pas, hein, mais bon voilà, donc des ONG ou autres, constamment attaquent grâce à ces des droits fondamentaux de l'Union européenne sur les fondements de notre contrat social en fait. Hein. Ensuite, le lobbying aussi, l'autorisation des lobbying et des think tanks institutionnalisés, parce que les personnes morales, donc, grâce à la liberté de réunion et d'association, ont le droit de se mobiliser en lobbying et des think tanks pour décider des lois, etc. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'Union européenne, les conflits d'intérêts n'existent absolument pas, parce que quand ils veulent faire une stratégie pour les transports, pour tout ça, en fait, ils vont demander à qui a les compétences, et qui a les compétences, en fait, ce sont les multinationales du transport, et ce sont toutes ces entreprises-là du CAC 40 qui sont capables de décider de l'avenir à 2050 ou à 2060, puisque, voilà, mais c'est pas les peuples, bien sûr. Les expérimentations scientifiques aussi, donc qui sont libres, ça c'est un petit peu plus, je vais pas aborder, j'ai pas eu le temps de creuser. Les travailleurs détachés et le dumping social aussi, et la libéralisation des professions. Ça c'est l'article 15 qui en fait c'est la liberté professionnelle et le droit de travailler. Donc tout citoyen a le droit de travailler, de chercher un emploi dans l'Union européenne. Et aussi la liberté d'entreprise.
Voilà. Et puis les délocalisations. Hein, donc, qui crée aussi le chômage. Hein. Donc, les délocalisations, ça, c'est lié au droit de propriété, puisque les personnes morales ont le droit à la propriété, de faire ce qu'elles veulent avec leur propriété, c'est-à-dire de mettre leurs usines dans les pays à bas coût de salaire, etc., etc., ce qui détruit aussi notre droit du travail. Voilà, donc, pour le pass vaccinal, pour finir, il y en a d'autres, mais pour le pass vaccinal, le Green Pass, hein, parce que c'est l'Union européenne qui veut mettre en place ça avec l'identité numérique, donc rendu obligatoire pour garantir, et bien en fait, pourquoi c'est a été imposé par l'Union européenne? C'est pour garantir le droit fondamental dans l'Union européenne de circulation des citoyens. C'est-à-dire que s'il y a des réglementations différentes entre l'Italie, l'Autriche, etc., c'est pas bien ça. Les différences, c'est pas bien. Il faut que tout le monde puisse aller d'un pays à l'autre sans être embêté. Et du coup, c'est comme ça qu'il motive le fait qu'il faut un Green Pass. Et d'ailleurs, l'OMS, pareil, qui veut mettre en place un pass donc vaccinal couplé à un pass identitaire, c'est exactement pareil. C'est pour qu'on puisse circuler librement entre les pays. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je vous disais au départ, c'est qu'ils ont réussi par ces traités européens. Alors, c'est dans les annexes, hein, ces droits fondamentaux-là, et ils nous manipulent parce qu'on croit que les droits fondamentaux, c'est les droits de l'homme et du citoyen, mais en fait, pas du tout. C'est à des années-lumière complètes. Nous, on avait les droits absolus de veiller sur nous-mêmes, nos professionnels et l'éducation nationale et tous les fonctionnaires et moi-même où j'étais à l'AFPA, on avait le droit de désobéir et on veillait à l'intérêt général, et tout ça a été détruit en catimini par des manipulations en effet de langage par nos droits, et ils nous ont supprimé notre souveraineté. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on pense que le droit supranational nous sauvera de ce méchant Macron, etc., etc., mais sauf que, comme le montre ça, c'est justement parce qu'ils nous ont alignés sur le droit anglo-saxon, hein, et la jurisprudence, que du coup, on nous a dépossédés, nous en France, de nos droits sacrés, nos droits absolus. Voilà, voilà. Oui, donc pour ceux qui savent, donc j'ai une chaîne YouTube, Valérie Chénard, Chénard, psychologue, donc j'ai mis mes interventions aujourd'hui, et je mettrai aussi sur mon site, pareil, Valérie Chénard, psychologue, .fr. Je l'ai mis en .fr. Voilà, merci. Alors peut-être des questions? Oui, c'est vrai, allez-y. Oui. Est-ce qu'on peut s'en servir de nos lois pour arrêter ce gouvernement qui est dangereux pour les pauvres? Alors en fait, c'est justement ce qu'ils veulent nous faire croire. Il y a pas mal de choses, ils veulent se baser sur ces droits, mais en fait, selon moi, selon l'étude que j'ai faite, mais je suis pas une juriste, hein, je trouve d'ailleurs que les juristes ne se prononcent pas du tout sur ça, et je trouve ça très grave, parce que nous-mêmes, on peut aller voir, c'est marqué, hein, toutes ces exceptions-là, et comment ils utilisent tout ça. En fait, ils leur ont donné le droit, ils ont donné le droit aux tyrans de réprimer nos libertés comme ils veulent, et notamment l'état d'urgence pour un virus, pour un terroriste, etc., en prévention, ils leur ont donné ça. Mais nous, avant, c'était interdit, ça. Le Conseil national de la résistance avait remis en haut de notre Constitution, justement, nos droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire le droit absolu et sacré des Français de décider pour eux-mêmes, et justement de nous protéger de la tyrannie. Hein, vous l'avez en préambule. Sur la banderole que j'avais, c'est ça, c'est le mépris, l'oubli et l'ignorance des droits de l'homme sont les causes
politique et de la corruption et de la corruption donc ça dépose, mais moi en tout cas je ne crois pas parce que du droit absolu, là vous êtes passé à un droit relatif, c'est-à-dire à négocier avec ceux qui ont le pouvoir. Mais comme c'est eux qui ont le pouvoir, du coup, c'est eux qui décident de vous donner les marges de manœuvre qu'ils veulent. Alors qu'avant, c'était pas le cas, c'était les institutions qui protégeaient. C'est pour ça que notre droit du travail, les fonctionnaires avaient des bureaucraties professionnelles. Moi, je sais qu'avant la formation professionnelle, il y a des gens de la NPE qui faisaient des grèves de la faim parce qu'ils refusaient justement d'obéir à la destruction des services publics, etc. Sans compter les suicides, tous les risques psychosociaux. Donc voilà. Merci à vous d'être là encore, c'est super.